les entrevues dans le cadre du vote étudiant au séminaire de Chicoutimi se poursuivent. Aujourd'hui, je reçois Mme Valérie Tremblay du Bloc québécois. Bonjour, Mme Tremblay. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, comment va votre campagne jusqu'à maintenant? Ça va très, très bien. Depuis le début de l'été, on fait la tournée le plus possible des événements afin de rencontrer les gens, les citoyens. Et l'accueil est excellent. Pouvez-vous vous présenter, premièrement, pour les gens qui ne vous connaissent pas? Oui, moi, je suis bachelière en administration des affaires et aussi bachelière en enseignement de l'administration des affaires. Alors, j'ai tourné... J'ai commencé par travailler dans le secteur des finances, dans le secteur privé. Et finalement, j'ai mal tourné. Je suis devenue enseignante au secondaire. Je dis souvent ça en blague, mais j'adore mon métier. J'ai enseigné l'informatique pendant des années. J'ai été conseillère pédagogique aussi en administration, commerce et informatique. J'ai été analyste fonctionnel dans certains contrats. Et depuis 15 ans, je suis à la commission scolaire de la Jonquière à titre d'enseignante en mathématiques. On en parle beaucoup dans la région du projet GNL Québec, le gazoduc qui pourrait se construire à Saguenay. Qu'en pensez-vous? Bien, en fait, on n'a pas un amour particulier pour les énergies fossiles. Par contre, on a ici, au Québec, des agences environnementales qui sont de haut niveau, avec des experts qualifiés, des scientifiques qui sont en mesure d'évaluer absolument tout ce qui est l'ensemble du projet. Idéalement, nous autres, on aurait aimé un BAB global. C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on réclame idéalement. Mais on a quand même des institutions qui sont là. Donc, le BAP va analyser ce que le promoteur a à dire. Et suite à ça, on prendra une décision. Parce qu'en ce moment, tout ce qu'on voit, les gens qui se disent en faveur de GNL disent « Bon, ben OK, oui, mais ça dépend de ce que le BAP va dire. » Ou ceux qui disent « Non, oui, moi, non, mais ça va dépendre. » Non, on dit « Soyons responsables. Là. On va attendre de voir ce que le BAP va nous dire, puis on prendra à ce moment-là la décision en conséquence. Parce que nous, ici, on n'est pas au Bloc. Comme institution fédérale, notre position fédérale, c'est de défendre le Québec et de défendre la compétence du Québec en environnement. Donc, c'est au Québec de décider. Et ce n'est pas au fédéral de venir nous dire quoi faire. À partir du moment que les institutions du Québec sont respectées, alors, laissons aller le processus. Toujours en environnement, la jeune militante Greta Thunberg a présenté un discours devant l'ONU récemment. Que pensez-vous d'elle? Moi, je pense que la jeune Greta a beaucoup de volonté, a beaucoup de passion pour l'environnement. Évidemment, je crois que peut-être que les dernières semaines ont peut-être été difficiles pour elle au niveau du stress, de l'anxiété. C'est pas évident, là. Je veux dire, j'ai travaillé avec des élèves TSA aussi, qui sont totalement en mesure d'avoir qui ont des capacités intellectuelles aussi tout à fait exceptionnelles, même dans certains cas. Mais on sait qu'il y a des éléments anxieux qui peuvent entrer en ligne de compte. Et c'est fantastique ce qu'elle fait. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça peut-être un petit peu plate pour elle qu'elle a eu à vivre les derniers jours, là, ces éléments anxieux-là. Maintenant, peut-être que elle s'est fait entendre. Son message s'est fait entendre à travers la planète. Je ne crois pas que ce soit la meilleure des idées de devenir des éco-anxieux. Ouais. Parce que je pense qu'on doit se tourner d'abord vers les solutions plutôt que vers l'alarmisme. Oui, l'alarmisme, justement, vous ne trouvez pas un peu que c'est un peu pessimiste, le message? Effectivement, moi, je préfère y aller vers un message positif. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des choses. On a les compétences pour faire des choses. Ici, au Québec, on en est l'exemple parfait. Le Canada est un pays pétrolier. Ici, au Québec, on a un modèle d'énergie renouvelable avec l'hydroélectricité, pardon. Ouais. Et pour comment le Canada se permet-il de ne pas avoir un bilan environnemental catastrophique? C'est grâce au Québec. Donc, nous, au Québec, là, si on peut se prendre en main, on est en mesure de devenir des leaders mondiaux. On est en mesure d'apporter des solutions partout sur la planète. Pour arriver à, d'abord, le niveau du carbone neutre, mais il faut penser aussi à la carbonégativité. Donc, l'effet de serre, c'est l'accumulation du carbone puis du CO2 et du méthane dans l'atmosphère. Et on sait actuellement, avec le réchauffement climatique, est causé par cet effet de serre-là. Donc, il faut arriver à trouver des solutions. Puis les solutions ne sont pas toujours dans le dogmatisme. Les solutions peuvent aussi être là à trouver des solutions logiques puis qui soient même économiquement rentables. Mais il faut prendre des décisions maintenant. Il ne faut pas penser à court terme
pas penser juste à moyen terme, il faut penser à long terme. Ouais. Sur le plan économique, maintenant, quelle est votre position sur la péréquation? La péréquation, c'est en fait, on peut pas, c'est un mensonge. OK? Il faut OK. être réaliste sur la péréquation, c'est ça la réalité. On dit qu'on nous donne un 13 milliards par année. D'abord, de ce 13 milliards-là, il faut dire qu'il y a 20 qui provient des impôts des Québécois. Ça, on parle en ce moment, là, en 2019. Si je vous donne un exemple, là, en 2008-2009, c'est une année particulière où il y a eu une crise financière, mais quand même. Le Québec a reçu 8 milliards en péréquation. De ce 8 milliards-là, il y a un 2 milliards il y a 1,8 milliard qui provenait des Québécois. Bon, on va calculer rapidement, il nous reste 6,2 milliards. Les bibittes au fédéral, ce ne sont pas ce qui est évident. Les bibittes au fédéral, ce ne sont pas ce qui est écrit dans les budgets. Ce n'est même pas ce qui est écrit dans les crédits, c'est ce qui est dépensé. Puis ça, il faut fouiller à la Bibliothèque du Parlement, dans les budgets du ministère, pour voir la réalité des choses. OK? Donc, ce qu'on s'est rendu compte, par exemple, dans cette année-là, c'est que le ministère des Affaires étrangères, oui, j'ai bien dit le ministère des Affaires étrangères, là, je le répète parce que c'est important, c'est important de bien comprendre, a donné 6,6 milliards à GM USA. GM États-Unis, pardon. On parlait français. C'est des fois l'habitude de tweeter. On utilise des termes avec des lettres. On minimise les caractères. Donc ça, on peut dire qu'il y a facilement 1,3 milliard qui a été donné au Québec. Donc de 6,8 à 1,3, on est rendu à 5,5 milliards qui vient du Québec, qui est de la réelle péréquation. Ensuite, là-dessus, il y a 13 milliards qui a été donné à GM Canada. Donc là, on parle environ 3 milliards. On est rendu à quelques 2 milliards, finalement, qui est de la péréquation. Là-dessus, on a on a encore les territoires qui sont financés. Jamais on ne parle des territoires quand on parle de la péréquation. Les territoires qui, eux autres aussi, sont financés et qui sont financés avec 20 de l'impôt des Québécois. Donc, quand on regarde tout ça et que ça se rattache, on peut se rendre compte que quelque part, peut-être, pas peut-être, sûrement, on se fait avoir. On se fait avoir parce que finalement, il n'y a jamais d'investissement structurant. Le Québec ne reçoit jamais sa part d'investissement structurant. Puis le meilleur exemple pour ça, je dirais aux jeunes, étudiez ce qui se passe avec la DV actuellement. Vous proposez aussi, c'est une de vos promesses électorales, la péréquation verte, une péréquation 2.0 en quelque sorte. Oui. Ça consiste à quoi? En réalité, ça consiste à faire payer que la péréquation soit payée davantage par ceux qui polluent le plus et que ceux qui polluent le moins reçoivent. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça marche en termes de crédit pollution. Moins tu pollues, plus tu reçois. Plus tu pollues, plus tu as à payer. On se rend compte que finalement, on risque de pas tellement changer. Effectivement, le Québec a un modèle, même au niveau forestier, on a un modèle extraordinaire. Quel est votre plan pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre qui fait rage, notamment ici dans la région? Il y a plusieurs éléments pour la pénurie de main-d'œuvre. Une des choses qui sont importantes, peut-être qui touchent un petit peu moins les jeunes, mais qui touchent sûrement leur famille, dont on parle, c'est la pauvreté, par exemple, chez les personnes âgées. On sait que les personnes âgées, il y en a plusieurs qui n'ont pas des revenus énormes. Il y en a qui sont sur les suppléments de revenus garantis et qui ne sont pas en mesure, ces personnes-là, d'aller faire 1 ou 2 journées de travail ou 3 jours par semaine, bien qu'ils seraient très, très bien capables de le faire pour arrondir leur fin de mois parce qu'ils sont pénalisés. Ou encore au niveau des crédits d'impôt. Donc, ce que propose le Bloc à ce niveau-là, c'est nous autres, on est toujours en train d'exiger du fédéral. Et c'est de là l'importance de comprendre la notion de balance du pouvoir. Okay? Ouais. Donc, vraiment de comprendre que l'objectif, c'est d'avoir la balance du pouvoir pour pouvoir négocier, faire pencher la balance d'un côté et de l'autre. Et alors là, on peut exiger. On peut exiger d'obtenir. Donc, faire en sorte que c'est d'augmenter le niveau de revenus admissibles pour les personnes qui ont un supplément de revenus garanti pour être capable, sans pénalité, à leur fonds de pension, finalement. C'est une des solutions. Il y en a plusieurs, là, mais on n'a pas, on n'a pas le temps de toutes les évaluer. Là. Absolument. Vous avez parlé de la balance du pouvoir. Votre chef, Yves-François Blanchet, a dit on vise peut-être 20 députés pour le Bloc. Est-ce que c'est possible? Ah, totalement possible. Oh, oui, on voit actuellement, les indices sont là. On le sent sur le terrain. Les chiffres, on a vu que le dernier sondage, on était les premiers au Québec au niveau des francophones. Donc à 29 %.
on dépasse le Parti libéral, on dépasse le Parti conservateur. Donc, même à 15-16 députés, c'est la balance du pouvoir. À 20, c'est possible. À 30-40, c'est possible. On a déjà été au-delà de 50 députés. Donc, effectivement, c'est possible. Puis c'est important de comprendre ce que ça veut dire, la balance du pouvoir. Ouais. Si on est 5 personnes, OK? On est 5 personnes qui veulent aller au restaurant. 2 veulent aller chez McDo, puis il y en a 2 autres qui veulent aller chez Burger King. La 5e personne, il reste une 5e personne à décider. Qui a le plus de pouvoir? 2 d'un côté, 2 de l'autre, ou la 5e qui reste? C'est la 5e qui reste. Hein? C'est ça, la balance du pouvoir. C'est pas le parti qui compte le plus de députés. Encore, évidemment, c'est encore plus fort dans un gouvernement minoritaire. Ce qui est tout indiqué en ce moment, c'est exactement ce qui est sur les livres. Évidemment, c'est à l'urne qu'on va voir la réalité. Ouais. Mais on voit à quel point c'est important. Vous appuyez aussi la loi 21 sur la laïcité du Québec. Absolument. Que comptez-vous faire pour la protéger, là, pour en faire la promotion fédérale? D'abord, D'abord, c'est déjà le cas, là. Il y a eu énormément d'interventions qui ont été faites à la Chambre des communes avec les 10 députés qu'on a là. On s'entend, 10 députés, c'était même pas un parti reconnu, donc ça veut dire pas les moyens que les autres ont, là. 2 députés de plus, ça aurait été 1,2 million qui aurait été disponible pour engager des assistants et engager des gens pour aider nos députés. Ces gens-là se sont organisés avec un minimum requis, on s'entend. Mais ils ont fait énormément d'interventions. Moi, j'ai déjà... j'ai au moins 5 interventions que j'ai publiées sur Twitter. Il y en a 5 autres que je suis prête à publier à nouveau pour montrer à quel point c'est déjà le Bloc qui se lève debout. Mais pour la laïcité? Pour la laïcité. Oui, définitivement pour la laïcité. Dans le prochain mandat, on fait quoi? Mais dans le prochain mandat, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit d'abord... Ce qu'on voit, c'est que on a des promesses au niveau de Trudeau, en fait, des promesses. On a un flou. On va voir le 22 ce qu'on va faire. Andrew Scheer nous dit, on va rester neutre en français, mais en anglais, on dit le contraire. Nous, ce qu'on dit, c'est il faut absolument empêcher toute contestation judiciaire financée par le gouvernement fédéral, parce que c'est exactement ce qui se passe en ce moment-là. La contestation judiciaire actuelle, elle est financée par 2 programmes gouvernementaux fédéraux. Donc, qu'on ne nous dise pas que le fédéral ne s'en mêle pas, il s'en mêle déjà. Suite au passage de Martine Ouellette à la chefferie du Bloc québécois, je ne pouvais pas ne pas vous en parler, on s'entend, là. Je m'en doutais. Ouais. Est-ce que vous défendez plus maintenant, là, les intérêts du Québec ou la souveraineté? Je vous dirais que vous êtes probablement face à une des personnes les mieux placées pour vous expliquer que ça n'a jamais été un enjeu. OK? Je suis là, moi, déjà, dès le départ. J'étais là à reconstruire ce parti. Je suis actuellement trésorière nationale du Bloc québécois. Avec Yves Perron, on a mené une bataille qui était ensuite avec laquelle on s'est associé avec Mario Beaulieu. Il faut comprendre qu'on était plus face à un style de leadership qu'on pourrait peut-être qualifier. Je n'irai pas jusque-là parce que je n'ai pas les qualifications requises de toxique. Et non à des divisions idéologiques. Il n'a jamais été question. C'était un paravent, finalement. Parce qu'en réalité, même Martine Ouellette, lorsqu'elle appelait les présidents à ce moment-là pour leur parler, elle lui disait, oui, mais c'est sûr qu'on va défendre les intérêts du Québec à Ottawa. Oui, mais alors pourquoi vous ne l'énoncez pas dans votre question? Donc, c'est un paravent pour une crise qui n'était pas une crise idéologique. Donc, le Bloc, c'est clair. C'est défendre les intérêts du Québec à Ottawa jusqu'à l'accession à l'indépendance. Parlant d'indépendance, justement, quel est votre plan pour accéder à cette indépendance et comment vous voudriez y parvenir? D'abord, l'indépendance, ça va se faire à Québec. Elle ne se fera pas à Ottawa. Ouais. Ottawa est là pour démontrer à quel point le fédéral est dysfonctionnel. Il est dysfonctionnel sur plusieurs aspects. Je vous ai parlé de comment, au niveau des dépenses, on n'est pas capable de savoir, avant qu'il soit dépensé, où est-ce qu'on va aller. Si on regarde même au niveau économique, parce qu'on dit souvent, l'indépendance, c'est une idée émotionnelle. Non, l'indépendance, ça peut être une idée totalement rationnelle. Si on fait une étude claire de l'ensemble des ministères, juste les ministères, là, on ne touche pas aux d'autres organismes fédéraux, juste les ministères. On sait qu'un Québec indépendant économisait, en 2010, aurait économisé 2 milliards par année. OK? On en est là. 2 milliards par année. Ça, c'est même si le Québec prenait la dette, sa portion de la dette canadienne.
Deuxièmement, il faut voir aussi que le Québec a des capacités extraordinaires financières qui sont peu connues. En fait, le fédéral, nous, c'est un boulet pour nous. Sur plusieurs aspects. Je vous ai parlé des investissements structurants. Ben, la Davie qui reçoit même pas 2 des contrats de refonte de la flotte navale. Ben, la Davie qui reçoit même pas 2 des contrats, qui a 50 de la capacité de production, alors que les deux autres obtiennent pour 85 ou 65 milliards actuellement annoncés de contrats. Ils sont surchargés, ils ne sont pas capables de répondre à la demande. Davie, c'est elle qui a l'expertise. Puis en plus, elle a été nommée chantier naval de l'année en Amérique du Nord. Alors, comment on peut expliquer que la Davie n'obtient pas ces milliards-là si ce n'est pas la volonté d'en donner le moins possible au Québec? Et c'est pas du paranoïa, là. Il y a quelque chose là-dedans de volontaire aussi. Il faut voir aussi que l'Ontario est très avantagé de par le fait que le Parlement s'y trouve et l'appareil fédéral s'y trouve. Donc, c'est de l'argent énormément qui est mis là. Il y a 19 milliards de subventions par année qui est donné à l'industrie pétrolière. Andrew Scheer nous parle d'un corridor énergétique en disant vouloir faire passer son pétrole des sables bitumineux pour faire passer l'électricité d'Hydro-Québec. C'est complètement faux. Ce qu'on sait, c'est qu'ils veulent faire passer l'électricité de Moscou Fort à Terre-Neuve, qui était financée par le fédéral à coût de 9,6 milliards, en partie par nos impôts. Et si ça passe pas, Terre-Neuve va se ramasser dans une sacrée mauvaise position. Et c'est encore une moins bonne idée au niveau écologique parce que l'oxydation des pipelines est encore plus grande quand on y met un réseau électrique à côté. C'est pas une idée de génie, disons. OK? Donc, évidemment, il y a énormément d'aspects rationnels, son identité, ses valeurs, sa culture, mais aussi d'un point de vue économique. Et tant qu'on aura le Canada pétrolier qu'on connaît, tous ces projets-là d'exportation en environnement, de leadership en électrification des transports, nous serons toujours constamment bloqués par la volonté fédérale de vendre son pétrole et aussi par le fait que le pétrole, s'il se met à remonter, comme ça a déjà eu lieu dans les années 2000, bien, on a un pétrodollar qui est surélevé et nous, comme on a une économie qui est diversifiée, nos exportations sont diminuées à cause de ça, parce qu'on sait qu'on vend plus quand nos produits sont moins chers. C'est ça que ça veut dire. Puis ça fait en sorte que nos produits deviennent plus chers, donc sont plus durs à vendre à l'étranger. Bien, ça a fait perdre des dizaines de milliers d'emplois avant les années 2010. Sur le plan de l'immigration, quelle est votre plateforme? Sur le plan de l'immigration, pour nous, bien évidemment, d'abord, il y a l'importance de la francisation des... Pour nous, c'est essentiel qu'il y ait une connaissance minimale du français pour devenir un citoyen au Québec. OK? Donc ça, c'est une base, c'est un élément important. C'est important aussi qu'on regarde au niveau du chemin Roxham, parce qu'il y a l'entente sur les tiers pays sûrs qui fait qu'il y a un passage irrégulier. Ce passage irrégulier-là fait en sorte que des gens restent des années ici pour se faire, excusez-moi l'expression, mais foutre à la porte après. C'est pas la façon la plus humaine d'agir. Si on fait... Il faut... L'entente sur les tiers pays sûrs contient une clause qui permet de la limiter, de l'arrêter, en fait, de la suspendre pendant 3 mois. Cette clause-là peut être répétée éternellement, indéfiniment. Il n'y a rien qui empêche de mettre fin à l'entente sur les tiers pays sûrs. Au moins, y mettre fin, sans le mettre fin officiellement, y mettre fin effectivement, que ce soit qu'elle n'ait plus effet. Donc, ça fait en sorte quoi? Bien, ça fait en sorte que les vrais réfugiés, là, ceux qui ont vraiment des besoins, bien, ils puissent être entendus. Puis non, là, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a une bureaucratie qui est occupée à traiter puis à mettre des années à des délais pour des gens qui n'auront pas droit au statut de réfugié, alors qu'on en a d'autres qui ont vraiment besoin, qui sont là, puis qui peuvent pas être traités, puis qui peuvent pas obtenir à temps, puis qui sont des années dans l'angoisse de retourner dans des pays où leur vie est en danger, parce que la bureaucratie est surchargée par des gens qui profitent d'une brèche dans le système, finalement. Et aussi, on souhaite que le Québec ait un droit de veto pour éviter qu'on puisse expulser des gens qui soient très bien intégrés au Québec, qui ont fait preuve
qui ont appris la langue, qui ont fait preuve qui sont à l'emploi, qui ont leur famille ici, leurs enfants sont à l'école. Puis là, tout d'un coup, le gouvernement dit non, vous ne faites pas partie des critères. Nous autres, on dit non, regardez, ces gens-là, là, ils se sont parfaitement intégrés à notre culture. Nous autres, on va avoir le droit de dire ces gens-là, on veut qu'ils restent ici. OK. Maintenant, je vous énumère des enjeux en rafale. Vous m'expliquez rapidement votre position. Ça fonctionne? Oui, ça va. L'aide aux médias, on l'a vu avec le groupe Capital Média ici dans la région. On taxe les GAFA. Très bien. L'amphithéâtre plus, aussi au Saguenay? Évidemment, les subventions fédérales, c'est quelque chose que je surveille énormément. OK. Tout d'abord, aussi, j'ai parlé d'avortement à tous les partis jusqu'à maintenant. Là. Vous, votre position? Bien, je suis totalement en faveur qu'on respecte le droit des femmes à disposer de leur corps. Ça, j'en reviens pas qu'on parle encore de ce sujet-là, que des gens remettent ça en question en 2019. La réforme du mode de scrutin? Proportionnel mixte, à étudier. OK. À étudier, je veux dire, au moment où on la voit, ça semble être une excellente voie. Au fédéral ou au provincial? Là? Ben là, pour le moment, Justin Trudeau avait promis de le faire, il l'a pas fait. Est-ce qu'on va l'amener dans cette direction-là avec un gouvernement conservateur ou Bon, ça, c'est là pour le moment on en parle au provincial, puis on parle d'un référendum sur le sujet, ce que je considère qui est pas nécessairement une mauvaise avenue. Okay. Ça permet aux gens de bien prendre connaissance des enjeux des deux modes de scrutin, soit une uninominale à un tour ou la proportionnelle mixte. Donc c'est à étudier. C'est à étudier, oui. Moi, j'ai beaucoup d'intérêt pour la proportionnelle mixte, mais je pense que le débat appartient à la population à partir du moment qu'on leur a dit ben là, on va vous consulter à ce sujet. Donc, le référendum en 2022, ça vous plaît? Ben, je trouve que c'est important de consulter à ce niveau-là parce qu'il y a une polarisation, là. Je veux dire, c'est pas, on sent pas le consensus, là, contrairement à la loi 21. Là, il y a une polarisation en ce moment, là. Il y en a qui disent non, ça risque de nous affaiblir. D'autres qui disent non. Puis moi, je trouve qu'il y a des arguments des deux côtés, là. D'accord. L'ACEUM, l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, vous en avez pensé quoi? L'ALENA, vous voulez dire? Ben, ce qu'on appelle plus communément l'ALENA, là. Bien, évidemment, la brèche dans la gestion de l'offre, c'est absolument épouvantable. Okay. On a fait ça au profit de l'industrie automobile ontarienne. Nous, on travaille pour obtenir... On veut absolument obtenir une loi pour que plus jamais nos producteurs et transformateurs laitiers ne soient l'objet de sacrifices dans une entente internationale. La taxe carbone? Excellent. Les crédits carbone ont très bien démontré, avec la Californie, beaucoup. D'ailleurs, il y a une très mauvaise compréhension de ce que c'est que les crédits carbone. La taxe carbone, c'est pas le particulier qui la paye, là. Je veux dire, il la paye, c'est son fournisseur, mais si son fournisseur pollue plus, il va avoir besoin d'acheter des crédits carbone, puis il va vendre ses produits plus chers. Puis si son fournisseur pollue moins, bien, il va pouvoir... au lieu de vendre, l'autre, le premier devait acheter, lui pourra les vendre, puis vendre ses produits moins chers. C'est que c'est un excellent moyen pour faire en sorte de favoriser des produits verts. Toujours en rafale, l'affaire SNC-Lavalin? L'affaire SNC-Lavalin, c'est un petit peu complexe dans la mesure où on a une tête qui était assez pourrie, c'est-à-dire la tête des dirigeants qui étaient là, le CA, et ça, ces gens-là, c'est des bandits à cravate et ils doivent se retrouver en prison. Par contre, de l'autre côté, puis on a aussi toute l'affaire de Trudeau. Évidemment, là, ça a été démontré qu'il a été coupable. On n'a pas besoin de revenir là-dessus. Il est coupable. Et il ne veut pas l'admettre, il ne veut pas s'excuser, mais le directeur à l'éthique a clairement précisé la chose. De l'autre côté, par contre, ce qui est triste, c'est les 3000 emplois au Québec et c'est la perte d'un fleuron de l'ingénierie qui s'enligne en ce moment-là. C'est ça que vous défendez, oui. L'achat de Trans Mountain pour 4,5 milliards de dollars, parce que là, on l'a, le pipeline. Un scandale. Très clairement, un scandale. Il ne faut pas oublier qu'il y a 20 qui viennent de nos impôts, là. Ça aussi, là, quand on nous parle de péréquation puis de BS du Canada, il faut savoir calculer puis compter les choses correctement. Trans Mountain, c'est épouvantable. C'est épouvantable ce qu'on a fait à la Colombie-Britannique, qui sont, comme nous, opposés. Hein? Je veux dire, l'Alberta cherche à sortir son pétrole d'un côté comme de l'autre. Ils ont acheté c'est sûr qu'on est en défaveur de Trans Mountain. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont maintenant entre les mains 2 jugements qui, pour l'intérêt national, leur permettent de faire ce qu'ils veulent. Ce qu'il faut bien comprendre quand
quand on étudie Trans Mountain actuellement, c'est que si on veut pas qu'il se passe la même chose au Québec, on peut pas laisser des députés fédéralistes en place, ni les libéraux, ni les conservateurs, parce qu'ils vont tous utiliser ces jugements-là pour faire passer un pipeline de sable bitumineux à travers le Québec. Deux petits derniers, le contrôle des armes à feu. En faveur, je vous dirais que c'est pas nécessaire de mettre des milliards dans un fichier, mais je pense que on doit au moins faire attention à limiter les armes automatiques et les armes semi-automatiques. Ça devrait être complètement éliminé ça doit vraiment faire l'objet d'un permis extrêmement restreint. Et puis le troisième lien à Québec. Oh, le troisième lien à Québec. On parle de ça au Saguenay. Écoutez, je dois dire que quand les gens de Québec viennent... S'il y a des gens de Québec qui viendraient me dire c'est quoi nos besoins ici au Saguenay, je la trouverais un petit peu ordinaire. Mais la position du Bloc? La position du Bloc à ce niveau-là, c'est toujours de maximiser les transports en commun et de minimiser les impacts environnementaux. Par contre, il n'y a pas de position officielle qui est tenue au niveau du troisième lien parce qu'il n'y a pas encore toutes les positions qui ont été évaluées. Il y a encore l'histoire du tunnel qui est en ligne de compte. Il y a plein d'éléments. Il y a l'histoire aussi du tramway. Mais ça, c'est à l'intérieur. Ça ne touche pas l'extérieur. Ouais. Et je dois avouer qu'en tant que Saguenayenne, aller dire aux gens de Québec c'est quoi leurs besoins, puis comment ils doivent l'évaluer environnementalement, je trouve ça un peu spécial parce que c'est un enjeu qui est local. Madame Tremblay, merci infiniment pour votre temps aujourd'hui. C'était très agréable. Bonne fin de campagne. Merci.